Moi, la Seine, j'ai de la chance. Je n'ai pas de soucis. Je me la coule douce. Le jour comme la nuit. Et je sors de ma source. Tout doucement sans bruit. Et sans faire de mousse. Sans sortir de mon lit. Je m'en vais vers la mer. En passant par Vilaine. J'ai de la chance. Je n'ai pas de soucis. Et quand je me promène. Tout le long de mes berges. Avec ma belle robe verte. Et mes lumières dorées. Le pont de l'île, jaloux. Immobile et sévère. Du haut de toutes ces pierres. Me regarde de travers. Mais moi, la Seine, je m'en balance. Je n'ai pas de soucis. Je me la coule douce. Le jour comme la nuit. Et je m'en vais vers le Havre. Et je m'en vais vers la mer. En passant comme un rêve. Entre mes merveilleuses rives vilainoises. Il est vrai que tu sors de ton lit moins souvent qu'autrefois, mais quand tu l'as fait, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les Vilainois qui habitent à proximité de tes rives ont alors passé des moments peu paisibles, et ont dû quitter leur maison. Le zouave du pont de l'Alma est la seule des 4 sculptures représentant les troupes ayant participé à la guerre de Crimée, qui y subsiste. Les Parisiens l'observent traditionnellement pour évaluer la hauteur de l'eau de la Seine. Toutefois, celle-ci ne constitue pas un indicateur précis des niveaux des crues. Ils sont mesurés, officiellement depuis 1873, au moyen d'une échelle hydrométrique située sur le pont d'Austerlitz. 12 crues ont été référencées à un niveau plus élevé que celui de la dernière en 2021. La crue la plus importante enregistrée à Paris au cours des 4 derniers siècles a eu lieu en 1658, alors que ce pont et de nombreux autres n'existaient pas. Le niveau des eaux a alors atteint la hauteur de 8,80 m au pont de la Tournelle. Après que des glaces aient paralysé le fleuve pendant un hiver très froid, un brusque radoucissement l'a fait sortir de son lit le 1er mars. Le pont de la Tournelle a résisté, mais ce ne fut pas le cas du pont Marie. La crue a emporté 2 de ses arches et la vingtaine de maisons qui se trouvaient au-dessus. Nous n'avons pas d'autres images de cette crue du XVIIe siècle, mais grâce à la photographie et au cinématographe, l'inondation de janvier 1910 est restée dans les mémoires. Elle a affecté pendant plusieurs semaines de nombreux quartiers de la capitale et les villes riveraines du fleuve.
La ligne ferroviaire fut inondée entre Poissy et Verneuil sur 7 km. L'eau atteignit le niveau de la voie ferrée et la recouvrit même en de nombreux endroits. Des soldats du génie ont été chargés de protéger le pont et de le surveiller. Hébergés à Vilaine, ils ont également aidé les habitants. Les demandes d'indemnisation, adressées à la mairie, allaient de 30 francs à 15 000 francs. Certaines correspondaient à une réelle détresse. Mon mari ayant perdu du temps par toutes ces inondations, forcé de prendre le train et d'attendre des heures sur le quai, ce qui nous a mis dans la misère. D'autres laissent perplexes. Un panier à ouvrage 3 francs, le lavage du linge sali par les eaux 5 francs, 3 brosses à 2,25 francs, bouteille vide disparue 3 francs. Un particulier ayant prêté son bateau pour faire le service dans le parc pendant toute la durée de la crue demandait modestement 30 francs pour le remettre en état. Fausse cheminée garnie peluche 20 francs, bateau remporté 2000 francs, réparation piano mécanique 100 francs, vidange d'une fosse d'aisance remplie d'eau 60 francs, 1 mois et demi sans travail. C'était la vie quotidienne de villageois, riches ou pauvres, qui avaient tout perdu. Un repère du niveau maximal de cette crue de 1910 a été placé au-dessus du passage sous le chemin de fer de la rue du Port et de celui de la rue des Canotiers du côté de la Seine, un autre le compléta après la crue de 1955. Dès l'inauguration de la ligne de chemin de fer en 1843, les crues de la Seine avaient fait craindre l'interruption de la circulation des trains. Voici des extraits d'une lettre envoyée le 4 février 1846 par M. Beaugrand, commissaire spécial de police du chemin de fer de Paris à Rouen, au préfet de Seine-et-Oise. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous donner avis que malgré l'élévation des eaux qui atteignent la même hauteur qu'en mars 1844, la circulation du chemin de fer n'en saurait éprouver d'interruption. Il y a 2 ans avec la même élévation d'eau, lorsque le chemin venait d'être terminé et les talus du remblai frais, les convois avaient marché parfaitement, à plus forte raison maintenant qu'il y a eu tassement des 10 remblais. Il faudrait encore un mètre de crue pour qu'il y ait interruption du service. Hier j'ai visité à pied, muni d'instruments nécessaires, la ligne depuis Mende jusqu'à Poissy. J'ai constaté que dans les parties les plus basses du chemin de fer, parties qui sont entre Mantes et Épône, entre Médan-Vilaine et Poissy, il y avait encore 76 cm pour arriver au niveau de la superficie des rails et cela dans de courts espaces. Comme nous l'avons déjà vu, l'île de Vilaine a été recouverte par les eaux de la Seine lors de chacune de ces crues, même dans les périodes récentes. C'était également le cas de l'île de Platée partagée entre les communes de Vilaine et Médan. La Seine s'étendait jusqu'au bâtiment de la plage de Vilaine après avoir empli et recouvert ses bassins. Parmi les résidents de Physiopolis, ceux disposant d'une embarcation pouvaient rejoindre leur cabanon ou leur chalet pour mettre leurs affaires à l'abri, ne pouvant pas y habiter. Autrefois c'était aussi pendant des hivers très rigoureux, la conséquence d'un brusque réchauffement faisant fondre les blocs de glace que je charriais ou qui avaient interrompu mon cours. Ces inconvénients ont largement été compensés par mes bienfaits dans la vie quotidienne. J'ai facilité le transport de marchandises et de personnes. Les Vilainois ont cependant peu profité de cette voie de circulation, car leur village est situé sur mon petit bras, où le pont de l'île a toujours été un obstacle. Il serait aujourd'hui trop étroit et pas assez profond pour la navigation de grandes embarcations, mais d'anciennes péniches y ont trouvé un refuge pour constituer d'agréables habitations. Dans mes eaux vivaient et vivent encore des poissons de nombreuses espèces. Ils ont apporté des ressources à plusieurs familles vilainoises qui les pêchaient et les vendaient. Ma force motrice n'a pas généré que des dégâts. Elle a pendant longtemps été mise à profit pour actionner des meules, afin de moudre les grains des céréales produites par les agriculteurs du village et des environs. Comme sur d'autres cours d'eau, avant d'être installés sur le pont, les moulins vilainois étaient flottants. Selon une technique développée depuis le VIe siècle, les meules de ces embarcations étaient actionnées par une ou 2 roues à aubes. Ces moulins-bateaux n'étaient déplacés que pour améliorer leur efficacité en fonction du courant. Leur principal inconvénient, l'entravement de la circulation fluviale, a conduit à leur abandon.
Le plan d'intendance de Mignot de 1786 montre le moulin-bateau qui était établi sur le petit bras à la limite de la commune de Poissy. Il était attaché à plusieurs pieux enfoncés dans le lit de la Seine et sur les deux berges. En janvier 1806, le sous-préfet de l'arrondissement de Versailles a écrit au maire de Vilaine pour l'informer que le sieur Valin, propriétaire du moulin, souhaitait le déplacer de 200 mètres pour le placer en aval, au niveau du domaine d'Acqueville. Le plan établi en 1820 pour définir la limite entre Vilaine et Poissy, montre que le moulin-bateau était nettement du côté vilainois, alors que la maison du meunier était sur le territoire pissiacais. Ce meunier, Pierre-Sulpice Rodier, a laissé son souvenir dans les archives municipales. À plusieurs reprises entre 1816 et 1835, des crues de la Seine et le gel du fleuve l'ont obligé à déplacer son moulin-bateau. Des litiges l'ont opposé à des riverains et à la commune au sujet des amas de pierre et de bois ainsi que de l'auvent, abritant sa guimbarde, qui encombrait le chemin longeant la rive. Un autre moulin-bateau a été établi, un peu plus en aval, dans les eaux basses dans la place des Picochets, un îlot situé à l'extrémité aval de l'île de Vilaine, dont le nom s'est transformé en Bigochet, très présent à Vilaine. L'un des restaurants du chemin de la Nourée a eu cette dénomination, attribuée également à l'avenue voisine de l'île. Nous pouvons supposer qu'une attaque de volatiles ait été à l'origine de ce nom Bigochet. En effet, le verbe picocher était utilisé pour désigner l'action d'un oiseau tapant avec son bec. Le deuxième propriétaire fut victime, en mars 1814, après la fonte des glaces, d'une crue de la Seine qui submergea son moulin. Il le transporta à Triel, où il possédait un autre moulin-bateau, pour le faire réparer. Quand il voulut en installer un autre, il ne fut pas autorisé car il n'était pas domicilié dans la commune. La place fut attribuée à Pierre-Sulpice Rodier, le propriétaire du moulin flottant de Mignot, qui exploita donc un deuxième. Un autre moulin-bateau était alors amarré à l'une des piles du pont de l'île. Il a été dessiné sur le plan d'intendance de Vilaine. Il disposait de 2 roues latérales, bizarrement représentées. Un canal de dérivation permettait de limiter le débit de l'eau sous le pont. Lors de la vente de l'île comme bien national, le pont comprenait 5 arches avec des piles en pierre, portant un plancher de bois. Sur chaque pile était scellé un fort anneau pour amarrer les bateaux. Le nouveau propriétaire de l'île vendit, en 1807, le pont au propriétaire du moulin-bateau. Celui-ci fut autorisé à le rétablir en dessous et attenant au pont. En 1811, le meunier fit bâtir un moulin sur le pont par un entrepreneur, demeurant près la machine de Marly. Le moulin était posé sur 2 piles et porté par 24 pieux. 6 autres pieux supportaient le corps de bâtiment, construit en pan de bois. En 1813, son héritier, maçon à Vilaine, revendit le moulin à un autre meunier. Ce beau bâtiment ne survécut pas longtemps à celui qui l'avait fait construire. Une nuit, peu avant Noël 1814, une arche du pont s'écroula et le moulin fut détruit. Un charpentier du village qui exploitait le moulin avec le meunier, en acheta les restes et le pont, avec un associé. Après avoir tenté de reconstruire le moulin, ils le vendirent, l'année suivante. L'acquéreur, Jean-Baptiste Hameau, alors marchand épicier à Marly-le-Roi, fit bâtir un autre moulin, avec des dépendances et une petite écurie. Ces travaux de renforcement du pont furent interrompus à la suite de plaintes du propriétaire de l'île, l'agriculteur de la ferme de Marolles. Son locataire, herbager demeurant à Mignot, avait été privé de la jouissance de l'île de la fin août à la mi-novembre, à la période la plus favorable pour son commerce de bestiaux. Alors qu'il avait hasardé d'en faire conduire et passer sur le pont. La plupart des bestiaux ont péri. Un rapport sur cet accident conclut que l'élévation et la rapidité qui se trouvent exister aux 2 extrémités donnaient lieu de craindre les plus grands malheurs. Le sieur Hameau aurait exhaussé le pont de 2 mètres, en son milieu, et enlevé les barres de bois, servant de garde-fou. Un architecte, un ingénieur géomètre et un entrepreneur de travaux publics, nommés comme experts, conclurent que la sécurité du pont était suffisante mais que les plateformes composant les planchers n'étaient pas assez larges et jointives. La discorde continua entre le meunier et l'agriculteur puis entre leurs fils. Le maire, François Simon, fut aimablement requis, en février 1832, par Henri le Large pour constater la largeur libre du pont et la hauteur présumée de la surélévation. Lorsqu'Alexandre Hameau, clerc de notaire à Paris, devint maître meunier, le bâtiment fut ainsi décrit.
La cage dans laquelle existe ce moulin consiste en un bâtiment élevé d'un rez-de-chaussée de plain pied avec le pont, premier et second étage, grenier au-dessus couvert en ardoise. Un autre meunier acheta en 1852 le pont et le terrain du bord de la Seine, dans l'actuelle rue du Pont, où Jean-Baptiste Hameau avait construit une maison. En 1868, le dernier meunier restitua le pont au propriétaire de l'île. Le moulin fut démoli peu après. Quelques vestiges restèrent jusqu'en 1927. Le pont et son moulin ont été représentés par Edmond Boris. Professeur de dessin, peintre et historien local, il a vécu à Orgeval puis à Vilaine de 1894 jusqu'à son décès en 1925. Le moulin n'existant plus alors, il s'était vraisemblablement inspiré de cette photo. C'est l'une des plus anciennes prises à Vilaine, parvenue jusqu'à nous. Un autre artiste peintre plus connu, Paul Guigou, a réalisé le dessin présenté précédemment. Originaire de Provence comme Paul Cézanne, il avait comme lui peint les paysages lumineux de leur région avant de s'installer à Paris. Après la démolition du moulin, le pont de l'île de Vilaine a inspiré divers peintres du XXe siècle et d'aujourd'hui. Les ponts et les retenues des moulins ont été des zones privilégiées de pêche, en raison de l'oxygénation de l'eau favorisée par ces mouvements. De plus, ces ouvrages qui me franchissent ont été utilisés pour fixer des engins de pêche. Depuis l'Antiquité, les poissons avaient été des moyens de subsistance pour des pêcheurs et leurs familles, tout le long de mes rives. Au XXe siècle, les poissons ont été victimes de la pollution. Les migrateurs ne pouvaient plus remonter mon cours, à cause des obstacles que constituaient les barrages écluses. Dans les années 1970, seules 3 espèces de poissons vivaient encore dans mes eaux alors qu'il y a 2 siècles elles étaient 2 fois plus nombreuses qu'aujourd'hui. Le meilleur indicateur de l'amélioration de leur qualité est le fait que 36 espèces y sont dénombrées. On y pêche principalement des gardons, des ablettes, des chelènes, des barbeaux, des carpes et des brèmes, mais aussi des brochets, des cendres et des perches. Les plus gros poissons sont des silures, dont les captures sont assez spectaculaires. C'est un spécimen d'une autre espèce qui a été pêché, en 1839, à Poissy, dont le nom vient du mot « poisson », représenté dans son blason. Une maison voisine du pont était déjà un restaurant. Son propriétaire, qui avait le droit de lancer un filet de pêche sous une arche du pont, y a pris le 22 juillet un esturgeon de 3 mètres pesant 100 kg. Un panneau conserve le souvenir de cet événement, après lequel il a donné à son établissement le nom de ce très grand poisson. En face, a longtemps existé au siècle suivant un autre restaurant qui était nommé « La Goujonette », faisant référence aux goujons qui étaient et sont toujours pêchés en ce lieu. À Vilaine, tous les restaurants proposaient des poissons pêchés par des habitants qui avaient fait leur métier de leur capture dans la Seine. Les clients avaient le choix de les consommer en friture ou en matelote. À Vilaine, c'était certainement du vin blanc produit localement qui était utilisé pour cette recette. Revenons en arrière, sans remonter au temps préhistorique, pour évoquer l'histoire de la pêche professionnelle qui s'était développée au Moyen Âge. Entre le Pec et Triel, donc à Poissy et à Vilaine, le droit de pêche était la propriété du roi qui concédait la jouissance de parties du fleuve, souvent à des congrégations religieuses. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, puis celle de Naufle-le-Vieux qui possédait au XIe et XIIe siècle le domaine où a été bâtie l'église de Vilaine, bénéficiait-elle d'une telle concession? Dans ce cas, pour devenir maître pêcheur, il fallait non seulement être au fait de la pêche, mais également de la religion catholique apostolique et romaine. Les poissons avaient une place essentielle dans l'alimentation quotidienne, leur consommation étant d'autant plus importante que les autorités religieuses multipliaient les jours de jeûne, jusqu'à un tiers de l'année. Pendant les 40 jours du carême, d'une extrême rigueur jusqu'au règne de Louis XIV, la vente de viande, de volaille et d'œufs n'était autorisée qu'aux malades munis d'un double certificat d'un médecin et d'un prêtre.
divers engins étaient utilisés pour capturer les poissons. Dans tout le royaume, depuis Philippe le Bel en 1289 jusqu'à la Révolution, la pêche a fait l'objet de règlements. Il limitait son ouverture en dehors des dimanches et des jours de fête, des périodes de frais et de gel. Il prohibait certains appâts, définissait la taille minimale des mailles et interdisait parfois certains types de filets, tels que le carelet. À Vilaine, le petit bras de la Seine appartenait au seigneur. Peu avant la Révolution, son garde des eaux et forêts, dont le frère était un pêcheur, avait la fonction de garde-pêche. Ces rapports nous font connaître deux procédés qui étaient utilisés, alors qu'ils n'étaient pas autorisés. Le gille, qui était un filet à traîner au fond des cours d'eau, était prohibé afin de ne pas détruire les œufs et les jeunes alevins. La trouble, filet en forme de poche, monté sur un cercle, auquel était ajusté un manche, était également un instrument de braconnage. Deux faits divers qui ont fait l'objet d'un procès-verbal au milieu du XIXe siècle, nous apprennent que des anguilles étaient alors pêchées à Vilaine et que les poissons étaient conservés jusqu'à leur vente dans des réservoirs en bois immergés, appelés boutiques. Ceux-ci étaient parfois vidés par des voleurs. Le métier des pêcheurs d'eau douce devint de plus en plus difficile en raison de plusieurs facteurs. La diminution de la demande de poissons, car les lois de l'Église sur le jeûne, définissant 140 jours maigres par an, étaient de moins en moins respectées. La concurrence de leurs confrères de la mer, les marins-pêcheurs, dont la production arrivait de plus en plus rapidement sur les marchés, grâce au chemin de fer. La pêche professionnelle disparut, les prises n'étant plus suffisantes suite à diverses modifications de l'environnement, l'aménagement de la Seine par des dragages, la transformation des berges et la suppression des moulins qui constituaient des abris où les poissons se réfugiaient. Les perturbations résultant de la navigation fluviale, en particulier des bateaux à vapeur. Le développement de l'urbanisation et d'industries polluantes. Dès le dernier quart du XIXe siècle, la pêche est devenue un loisir pour les Parisiens qui passaient les fins de semaine de la belle saison à Vilaine et y résidaient en été. Plusieurs propriétaires de villas ont fait construire, sur la rive du petit bras de la Seine, un pavillon où ils avaient une embarcation leur permettant de canoter et de pêcher. Des tableaux de Claude Monet, qui possédait une maison à proximité du pont de Poissy et du restaurant l'Esturgeon, témoignent que la pêche y était également très pratiquée. Parmi les cartes postales que les villégiaturants envoyaient à leurs familles, de nombreuses représentent des pêcheurs postés sur une rive ou dans une barque. L'îlot des Bigochets était l'un des coins de pêche les mieux réputés. Le restaurant qui s'était installé à proximité, à l'extrémité du chemin de la Nourée, et y louait des barques et vendait des appâts, a pris son nom. Cet objet publicitaire pisciforme était destiné à faire connaître l'île de Vilaine, qualifiée de charmante résidence estivale au début de son lotissement en 1913. Il proposait de s'adresser aux gardes pour la visiter, afin de voir de superbes emplacements pour villas et ses lieux de sport nautique et de pêche fructueuse. En effet, la richesse de Mézeaux en poissons a été l'un des arguments utilisés pour attirer les Parisiens. On trouve à Vilaine de luxueux et confortables canaux pour la pêche et la promenade. En aucun point, la pêche n'est aussi fructueuse qu'aux environs de Vilaine. Le grand bras de la Seine donne asile à toutes les variétés de poissons. Dans le petit bras, on trouve plus particulièrement les espèces qui se plaisent dans les eaux tranquilles, telles que carpes, tanches et brochets. Dès l'aube, le pêcheur diligent quitte sa demeure, il détache sa barque. D'un bras vigoureux, il la pousse vers son lieu de pêche, laissant derrière lui un mouvant sillage, que la caresse des premiers rayons du soleil levant transforme en un étincellement de rubis et d'émeraude. Ce sont des extraits de la notice décrivant les attraits de l'île vilainoise. Les amateurs de la pêche à Vilaine étaient assez nombreux pour constituer une association, d'abord avec ceux de Poissy, puis de manière indépendante.
Juste avant le début de la Première Guerre mondiale, un concours de pêche eut lieu en juin 1914. Les participants ont défilé derrière la bannière de l'association. Vers 1950, les membres de la Gaule de Vilaine-Poissy prenaient encore part au défilé dans les rues du village. La Gaule vilainoise, qui prit le relais, diffusait des informations sur les poissons que l'on pouvait pêcher dans la Seine. Ceux-ci étaient encore assez nombreux pour attirer des braconniers. La gendarmerie faisait aussi, parfois, de belles prises, comme l'a relaté un article publié en 1943 par le magazine Au bord de l'eau. Une belle pêche. La gendarmerie de Poissy a saisi en gare de Vilaine 500 kg de poissons d'eau douce pêchés la nuit en Seine à l'aide d'engins non réglementaires et qui allaient être expédiés sur Paris. Ce poisson a été distribué aux établissements hospitaliers de la région, et l'engin, un immense filet de 70 mètres de long sur 6 de large, aux mailles très fines, a été mis à la disposition du parquet de Versailles. Les auteurs de ce braconnage, dont l'un est un récidiviste de ce genre d'opération, ont fait l'objet de procès-verbaux. On estime à 4 tonnes environ le poisson ainsi détruit, en l'espace d'un mois, par ces écumeurs de notre rivière. Les poissons n'étaient pas seuls à nager dans mon lit. En 1900, lors des premiers Jeux Olympiques de Paris, il a accueilli des nageurs participant à 2 courses de 200 mètres. Les organisateurs des Jeux Olympiques 2024 ont confirmé que des épreuves de triathlon et de natation auront lieu dans mes eaux, qu'ils considèrent comme libres, contrairement à celles des piscines. Depuis la promesse de me rendre à nouveau baignable, faite 90 ans plus tard par le maire de la capitale qui s'appelait Jacques Chirac, des efforts ont été faits, les eaux de pluie ont été traitées et envoyées dans un énorme réservoir souterrain, afin d'éviter que les égouts débordent et me déversent leurs eaux usées. La baignade devrait être bientôt à nouveau autorisée en aval de Paris, tout particulièrement à Vilaine comme autrefois. Des épreuves sportives officielles s'y étaient même déroulées, telles que la course des 3 sports en juin 1922. Pas déjà nommé triathlon, cette compétition, organisée par le journal L'Auto, comprenait 3 épreuves, 12 km à vélo, 4 km de course à pied, et la traversée de la Seine à la nage. Des compétitions amicales avaient lieu aussi bien sur la rive gauche de la Seine en face de l'île de Platée que sur celle-ci. Une descente de la Seine à la nage y était organisée chaque année à partir du domaine de Physiopolis. La natation était en effet l'un des sports favoris de ces résidents naturistes. Juste à côté a été ouvert, en juillet 1935, un équipement balnéaire auquel a été donné le nom, la plage de Vilaine. Auparavant, une plage existait déjà dans la commune. Elle était située dans l'île de Vilaine, sur le grand bras de la Seine, à l'endroit où se trouvait lors de son lotissement un îlot nommé l'île des Sports. Bien que ce lieu était aussi nommé les bains froids, les amateurs de baignade s'y pressaient nombreux. À partir de 1926, une buvette baptisée la baignade proposait des boissons hygiéniques à consommer sur place ou à emporter. Cette année-là, a eu lieu une fête de la natation de la plage de Vilaine, relatée dans un journal départemental. Tout ce que Vilaine compte d'habitants, était venu applaudir les exploits des excellents nageurs qui ont prêté leur concours aux diverses exhibitions du brillant programme de cette fête. À tous, nous adressons nos vives félicitations et en particulier à l'instigateur de cette manifestation sportive, le maître nageur Marlowe, qui, une fois encore, a prouvé son entier dévouement à la jeunesse de Vilaine, en leur enseignant l'art si utile de la nage. La réussite de cette fête a été pour lui, la juste récompense de ses efforts constants. Les tenues des nageurs ne plaisaient-elles pas à certains habitants de Vilaine ? Se référant à une loi de 1884, le maire prit un arrêté, l'année suivante. Considérant que la tenue très négligée de certains baigneurs et canotiers est susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs. Arrêtons. Article 1er. Il est interdit de se baigner dans la Seine et de se promener sur le fleuve dans toute la partie située sur le territoire de la commune sans être muni du costume minimum dont la description suit. Pour les hommes,
un maillot montant à la ceinture et descendant à mi-cuisse. Pour les femmes, un maillot des épaules à mi-cuisse. D'autres sportifs évitaient de tomber à l'eau. C'étaient ceux qui participaient, lors de diverses fêtes, à des joutes nautiques. Ces animations étaient encore organisées sur le grand bras de la Seine vers 1950. Les fêtes nautiques de 1910 et 1911 avaient été organisées par la Société nautique de Vilaine. La première année, le prix d'honneur du concours des bateaux fleuris a été décerné à celui des jardiniers. L'année suivante, Monsieur Achard a gagné le premier prix. L'épreuve sportive de cette fête était une course d'aviron organisée par le Rowing Club. La Société sportive et nautique avait prévu de proposer à nouveau une fête vénitienne à la fin du mois de juillet 1914. La déclaration de la guerre ne l'a pas permis. Comme celle qui avait lieu sur la Marne, elle consistait certainement à décorer les embarcations de toutes sortes avec des guirlandes, des fleurs, des lanternes et des lampions, afin de participer ensuite à un défilé de jour ou de nuit sur l'eau. Déjà à Versailles, Louis XIV organisait de telles fêtes sur le Grand Canal. En juillet 1919, le Touring Club de France avait choisi Vilaine pour la journée fluviale de son jubilé. La revue, La Vie au grand air, a relaté ainsi cette manifestation qui avait été fort réussie. Les berges de la Seine, au cours de la fête nautique, avaient offert, aux évolutions difficiles des canoës, yolles, norvégiennes, skiffs, canots à moteur, un cadre curieux, un décor de vie champêtre, de joie et de saine gaieté. Vilaine a été le cadre d'une fête de nuit en août 1921. Un journaliste l'a décrite de manière très lyrique. Ces sortes de divertissements devraient porter le nom de « fête des reflets ». Il n'y a rien de plus irréel et partant de plus prenant que les zigzags de lumière sur la moire silencieuse du fleuve. La plus importante de mes constatations est que la forme du bateau illuminé ne doit pas être accusée. Pas de ligne de lumière sur les plabords, pas de lanterne qui souligne la direction du gréement. Dans l'obscurité, l'imagination admettra plus volontiers la forme bizarre et l'énigme à trouver. En second lieu, il ne faut pas mettre une profusion de lanternes très serrées. Le mystère disparaît avec la clarté. On arrive par trop d'éclairage au banal. L'électricité doit être bannie à moins qu'elle ne soit très voilée. Lors de la fête nautique de juillet 1925, qui se termina par un feu d'artifice, de nombreuses barques étaient illuminées avec un goût parfait. Celle représentant un cygne fut particulièrement remarquée. Des bateaux très divers ont navigué sur mes eaux. Avant d'évoquer ceux qui ont été et sont plus rapides, grâce à un moteur, restons dans le domaine sportif. Les bras n'étaient pas les seuls membres à actionner des embarcations. La force des jambes a fait avancer certaines. Avant d'être le premier, en 1927, à traverser la Manche sur un hydrocycle, René Savard avait installé son camp d'entraînement à Vilaine, à proximité de son domicile pisciaquais. Il y avait présenté à la presse sa nautilette qui n'était pas un pédalo mais pouvait affronter les vagues marines. La même année, il tenta de relier Paris à Londres sans assistance. La participation de son ami Mistinguett au départ de son raid fit venir de nombreux curieux et des journalistes. Malgré les encouragements et le baiser de la chanteuse, son aventure se termina par un chavirage entre Boulogne et Calais. Ne se décourageant pas, il refit la traversée de la Manche sans bateau suiveur, améliorant son record. La nautilette n'avait pas été le premier hydrocycle à naviguer sur la Seine. L'inventeur d'un vélocipède nautique vers 1868 s'étant ensuite orienté vers l'aérostation, celui qui le perfectionna est plus connu. Il a ajouté un siège confortable pour transporter sa chère amie, derrière lui. Sur la Seine à Vilaine, naviguaient aussi des embarcations mues par la force du vent, de différentes dimensions. En 1901, M. Marcoux, secrétaire de l'Hélice Club de France, y avait installé toute sa flottille de plaisance. La Société nautique de Vilaine était très dynamique dans les années 1910 à 1930. L'un de ses membres était le propriétaire de la villa, l'île du Rêve, à l'entrée de l'île de Vilaine. Stanley Watchurch et son frère Edward, qui ont possédé successivement cette maison et exploité les tanneries familiales, ont réalisé l'un de leurs rêves, remonter la Seine jusqu'à leur ponton de l'île avec leur grand voilier, après être partis de son port d'attache, Bristol. La Société nautique organisait des régates, dont le départ avait fréquemment lieu à son ponton, installé dans l'île de Vilaine.
Il se trouvait sur le grand bras de la Seine du côté aval, sur la rive de la propriété nommée Bonne-Franquette. C'était celle de son président Maurice Ahuette, qui a été également vice-président de l'Hélice Club de Paris ainsi que délégué nautique du Touring Club de France. En fait, le ponton avait été offert par cette association nationale lors des festivités de son jubilé. La régate organisée à Vilaine par la Société Nautique et le Cercle Nautique de Chatou, en mai 1921, fut la manifestation la plus importante sur la Seine depuis la fin de la guerre. 29 voiliers évoluèrent en même temps dans le bassin de Vilaine, devant de nombreux spectateurs commençant à s'intéresser au sport alors nommé yachting. Les participants de la régate d'août 1924 et les invités furent reçus dans le nouveau clubhouse qui avait été construit dans l'île de Vilaine. En 1946, 3 clubs voisins furent réunis pour former le Yacht Club de Triel-Poissy-Vilaine. Son clubhouse, bâti par son président, M. Delceau, dans sa propriété de l'île de Vilaine, fut inauguré après les régates du 1er septembre. Il en avait été l'architecte, le constructeur et le décorateur. Cette journée se termina avec un magnifique feu d'artifice. Au début du mois de juin 1948, sur le bassin de Vilaine ont été présents 160 bateaux, dont 103 voiliers et yachts qui ont participé aux compétitions. L'année suivante, le Yacht Club a inauguré, à Vilaine, un hangar-garage qui avait été photographié pendant sa construction. Il pouvait contenir 30 à 50 voiliers monotypes selon leur dimension. Les membres pouvaient y faire exécuter des réparations et des travaux de peinture. La Société Nautique de Vilaine n'existe plus, contrairement au Yacht Club de Triel, qui poursuit les activités des 3 clubs de voile d'origine. La Société Nautique de Vilaine avait diversifié ses activités vers le motonautisme, appelé parfois alors navigation automobile. En 1920, elle organisa, avec le Cercle de la Voile et de l'Hélice de Poissy, la croisière de Paris à la mer qui avait eu lieu chaque année depuis 1903 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les bateaux partirent du ponton de l'île de Vilaine pour rejoindre Honfleur. Maurice Ahuette y participa, dans la catégorie « cruiser » avec son bateau Corrigan. Une autre catégorie était réservée à des hydroglisseurs. L'un d'eux, dont c'était la première apparition, est arrivé avant tous les autres concurrents. Il était celui d'Henri Farman. L'année suivante, il participa à nouveau à la course croisière à partir de Vilaine. Un autre hydroglisseur, Gao de la Compagnie Générale Transaérienne, avait pris également le départ, toutefois, certainement moins manœuvrant que les autres bateaux, il y avait été conduit, remorqué par le yacht Oasis. En juin 1927, Vilaine fut le cadre des régates de l'Hélice Club de Paris. Le mois suivant, le ponton du restaurant La Pergola fut le point de départ d'une croisière conduisant les bateaux des participants jusqu'à Rouen. En tant que secrétaire général de la Fédération française de la navigation automobile, Maurice Ahuette a fait partie du comité d'organisation des premiers salons nautiques de Paris, qui se sont tenus au Grand Palais. En 1930, des Vilainois riverains de la Seine ont protesté contre la vitesse excessive des canots automobiles dont certains, par les remous qu'ils provoquaient, gênaient la navigation de plaisance. Récemment, dans les années 2010, mon environnement a été à nouveau très bruyant, surtout pendant les fins de semaine, à cause d'embarcations à moteur très rapide nommées jet-ski. Heureusement, il semble que la plupart de leurs propriétaires soient allés pétarader ailleurs. L'un des plus célèbres adeptes du canotage sur notre fleuve était Guy de Maupassant. Il a écrit « Ma grande, ma seule, mon absorbante passion », pendant 10 ans, ce fut la Seine. Ayant découvert Chatou et ses environs en 1873, il a décrit dans plusieurs nouvelles l'ambiance festive de la maison fournaise et les joies du canotage. Toutefois, en 1889 il a quitté ce lieu, déclarant « À Chatou, ce n'était plus tenable, à cause du voisinage. Il y avait vraiment trop de demi-mondaines. » Les 2 amis qu'il transportait, en ramant, dans son canot nommé Madame ne pouvaient pas être ainsi qualifiées, elles étaient la veuve de Georges Bizet et la fille d'Alexandre Dumas fils. Guy de Maupassant a fait transporter ses bateaux à Poissy. Ayant loué une villa à Triel au bord du fleuve pour y passer l'été, il a souvent navigué entre Poissy et Triel. Je passais, je glissais de longues heures ainsi entre les arbres, dont l'ombre au loin, se serrant contre la rive, ouvrait à mon regard et à ma promenade une grande avenue lumineuse où jouait le ciel bleu. Autour de moi, les moires de l'eau,
répétées au fond du fleuve, traînaient dans le courant un réseau tremblant de lumière, dont les mailles de soleil emprisonnaient l'onde, les herbes et les poissons. À cette heure, la scène rayonnait éblouissante. Soleil clignotant, le regard perdu dans l'incendie rayé par le sillon de la barque, je ne percevais plus que des éclairs çà et là, les ricochets de feu le long des troncs de saule et des estacades, la ligne de feu qui lignait le bord d'une nacelle, l'arrêt de feu d'un jonc droit dans l'eau. Le fleuve s'élargit, peuplé d'îles ravissantes. Des arbres énormes couvrent les petits bras. On sent enfin la campagne. Le courant galope dans les cours d'eau peu profonds. La yole légère glisse et court, évite les pieux d'un ancien moulin, passe comme un trait sous un petit pont qui paraît, de loin, large comme un trou d'aiguille et fait frissonner les voyageurs. J'allais parfois rendre visite à mon ami Médané Émile Zola, auquel j'avais fourni un bateau pour lui permettre d'aller de sa maison à son pavillon, le Paradou, de l'île de Platay. J'avais acheté cette barque et je l'avais fait repeindre avant de la livrer, en ramant avec l'un de nos amis, de Besançon jusqu'à Médan. Des deux côtés, j'avais fait peindre le nom Nana que j'avais suggéré à Émile car, comme Nana, tout le monde peut l'y monter dessus. Même Sequana, la divinité me représentant, que vénéraient les Gaulois. Sa statue est conservée dans un nymphéa construit à l'emplacement du sanctuaire, qui protégeait ma source.